Europe 1 Matin. Le club de la presse Europe 1 avec nous ce matin, Mathieu Bock-Côté. Bonjour Mathieu. Bonjour. Et Jérôme Béglé, directeur général du Journal du Dimanche. Bonjour Jérôme. Bonjour. Alors, information de dernière minute qu'on développera tout à l'heure dans le journal de 9h sur Europe 1. Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, annonce qu'elle va faire barrage à l'examen de la fameuse mesure d'abrogation de la retraite à 64 ans. C'est la proposition de loi Lyotte. On en reparle dans 10 minutes. Mais j'ai envie, messieurs, de vous entendre ce matin sur autre chose. Une fois n'est pas coutume, affaire ahurissante, tombée dans beaucoup de journaux dans la case faits divers. À Nîmes, le maire a fermé la médiathèque du quartier Pissevin car les dealers au quotidien menacent le personnel municipal. Ils les contrôlent comme des policiers. Ils ont même été jusqu'à réquisitionner le toit du bâtiment pour faire le guet. Plutôt que de combattre ces équipes-là, on ferme la médiathèque. Qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui, Mathieu Bock-Côté? Je commence par vous. Que ces faits divers n'en sont plus. Il faut nommer les choses comme telles. On cherche la formule. Certains disent ensauvagement, d'autres disent décivilisation. On pourrait parler tout simplement de conquête territoriale. C'est-à-dire nous sommes devant des dealers qui considèrent qu'ils occupent un territoire où ils sont la référence légitime, où ils sont en droit d'exercer le pouvoir, ils sont en droit de placer des contraintes et ils considèrent que la présence policière potentiellement, d'autant que finalement les autorités sont d'accord avec les dealers pour dire nous vous concédons le territoire, nous n'allons plus sur ce terrain, vous avez gagné. Donc c'est une logique d'occupation de territoire. Mais puisque nous sommes incapables de penser en termes, parce que c'est politique si je peux me permettre, occuper un territoire, y exercer une souveraineté, en décider qui a accès, qui n'y a pas accès, ce sont des prérogatives politiques. Mais donc c'est une espèce de conquête territoriale qui ne dit pas son nom, de conquête par une souveraineté nouvelle, une souveraineté qui, c'est pas un chaos, c'est une souveraineté nouvelle qui décide simplement qu'en ce territoire, ce sont les gangsters, ce sont les dealers qui font la loi. C'est pas le désordre, c'est un ordre concurrent de l'ordre républicain qui s'installe. Alors je précise qu'un journaliste de M6 qui était allé tourner un reportage sur place s'est fait tabasser au passage hier, Jérôme Béglé. Il y a une autre histoire. Valence, c'était lundi, là, c'est carrément des parents d'élèves. Ils amènent les enfants à l'école, une voiture passe devant eux avec des fusils d'assaut et ils disent attention, on revient ce soir, on va tuer tout le monde. On va tuer tout le monde parce qu'il y a une guerre des gangs à Valence en pleine rue aujourd'hui. Vous pourriez rajouter Grenoble. Il y a quelques mois, on a appris qu'un espace de dealers avait obtenu la fermeture d'une annexe de l'école. Bon, ça arrive, je ne vais pas dire quotidiennement, mais en tout cas mensuellement dans des villes qui ne sont pas des petites villes de France. Occuper un territoire, comme le dit Mathieu Bock-Côté, exercer une souveraineté, c'est aussi imposer son ordre, c'est aussi imposer une forme de sécurité. Et les maires et un certain nombre de riverains se disent mieux vaut ça que... Mieux vaut fermer la médiathèque. Mieux vaut fermer la médiathèque et être dans une forme de sécurité, puisque les gens qui rentrent et sortent de cet espace le font pour des raisons qu'on connaît, mais en tout cas, il n'y a plus de violence. Au moins, il n'y a pas de mort, c'est la sécurité. Et donc, c'est une réflexion totalement paradoxale et je dirais évidemment choquante, mais qui, pour des maires et qui, pour des riverains, devient la dernière extrémité et la dernière abandon de la lâcheté. C'est-à-dire que la police municipale ne peut plus intervenir, la police nationale est totalement insuffisante, donc on se dit, on va leur concéder ça et on aura la paix. Sauf qu'on leur concède ça, ça n'est que la première phalange du bras qu'ils vont nous avaler, et on n'a finalement jamais la paix. Mathieu Bock-Côté. Non, ce sont des féodalités nouvelles qui se constituent. Il faut toujours regarder ça, ce que j'appelle à l'échelle de l'histoire. C'est-à-dire ces féodalités, au début c'est un territoire, il y a une formule un peu usée, on parlait des territoires perdus de la République. Mais c'est aujourd'hui une formule terriblement insuffisante pour parler de ce qui arrive, c'est-à-dire des territoires occupés, conquis, des féodalités nouvelles qui se constituent, et faites ça dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, si la même logique se poursuit, il y a des territoires qui se déroberont pratiquement, tout simplement, au territoire national, à la souveraineté nationale, quand ça s'accompagne en plus, pour différentes raisons, d'un changement démographique, d'un changement culturel, d'un changement de population, mais il y a des conséquences politiques à tirer de ça. Le 21e siècle verra les conséquences politiques de tout cela. Arrive une forme de partition qui ne dit pas son nom d'abord et qui peut-être le dira ensuite. Alors, affaire de courage politique également dans un autre ordre. Est-ce qu'il faut crever l'abcès avec l'Algérie? C'est la question que pose à la une ce matin le quotidien L'Opinion en réaction aux propos d'Édouard Philippe qui propose de revenir, de renégocier ce fameux traité de 1968 avec l'Algérie qui offre aux Algériens, aux ressortissants algériens, un statut exorbitant du droit commun avec un privilège pour rentrer en France, pour y circuler, pour y travailler, faire des études, accéder aux allocations sociales, etc. Très concrètement, imaginons que demain on entame ce bras de fer avec l'Algérie pour renégocier cet accord de 68. Jérôme Béglé, qu'est-ce qui se passe là? C'est une conflagration, c'est une déflagration diplomatique. Oui, mais au point où on en est, c'est indispensable. Au moins pour 3 raisons. D'abord, si on veut maîtriser les flux migratoires, il faudra maîtriser d'abord et avant tout les flux venant de l'Algérie. Bon, et il n'y a pas une possibilité de dire on va reprendre le contrôle de nos frontières
si on ne traite pas cet accord exorbitant qui avait été conclu en 68. Oui. Deuxièmement, Parce qu'à l'époque, la France avait besoin de main-d'œuvre pour ses usines. Justement, l'accord il a été conclu en décembre 68. Le président algérien, c'était Ouari Boumedienne, qui en plus savait que la situation française, on avait besoin effectivement de main-d'œuvre pour l'industrie automobile, pour le BTP, mais pas seulement. Et en plus, lui, il voulait rentrer un peu dans le concert des nations. Il voulait que l'Algérie soit un peu le phare du Maghreb vis-à-vis des nations occidentales, européennes et même les États-Unis. Donc il avait conclu cet accord qui remettait l'Algérie un petit peu au centre de la diplomatie. Mais l'Algérie de 2023 n'est pas l'Algérie de 1968. Oui. Bon. Par ailleurs, dernier point, en Algérie, on explique que la colonisation, que la période française fut un désastre, que nous nous sommes très mal comportés de A à Z. Donc l'état d'esprit, la mentalité, la culture et la façon dont la France est vue de l'autre côté de la Méditerranée ont totalement changé. Donc aujourd'hui, autant mettre les choses carte sur table, nos relations avec Alger sont au plus bas. On le sait, mais on n'a pas encore tenu compte de cela. Qu'est-ce que ça va changer concrètement ? On va rappeler nos ambassadeurs ? On va rompre provisoirement pendant quelques semaines, quelques mois les relations diplomatiques entre deux pays ? Ça ne changera pas grand-chose. Les contrats écoutez, moi je lis ce matin dans le journal Les Échos. La fin des chaudières à gaz n'est plus un tabou pour l'exécutif. Le gaz, tout simplement. Mais le gaz, on a bien vu avec l'Ukraine et la Russie qu'on pouvait changer de fournisseur de gaz. Oui. On a changé pour l'Algérie. Non, on a changé pour le Qatar. On a changé pour beaucoup de pays du Golfe. On est capable de le faire. La Norvège, la Grande-Bretagne et les pays du Golfe sont à nos pieds, si j'ose dire, pour nous livrer plus de gaz si nécessaire. Mathieu Bocoté. Mais je crois que ça va de soi. C'est-à-dire que c'est une relation aujourd'hui toxique. Ça va, soit la renégociation, bien sûr, ou la le bras de fer. dénonciation, tout simplement. Oui. C'est-à-dire qu'aucun changement nécessaire ne s'accompagne d'une douce musique d'ascenseur. Je veux dire, à l'échelle de l'histoire, quand il est nécessaire de marquer une rupture, la rupture, vous passez pas chez le dentiste sans souffrir un instant, disons ça comme ça. Or, dans les circonstances, cet accord qui date d'une autre époque, qui date d'une autre période où l'Algérie n'était pas la même, où la France n'était pas la même, cet accord aujourd'hui plombe, est à l'avantage exclusif de l'Algérie et au désavantage exclusif de la France. Il faut nommer les choses telles quelles. Et sachant la question de l'immigration massive, sachant la relation toxique, disons-le comme telle, avec l'Algérie, c'est une rupture qui me semble, dans les circonstances, nécessaire. Je note que Édouard Philippe se rallie à cette proposition après d'autres. C'est pas une proposition nouvelle d'Édouard Philippe. C'est une proposition qui a déjà été portée par Marine Le Pen, par Éric Zemmour, je perds le nom de l'ambassadeur Driancourt. Donc, Xavier Driancourt. Voilà. Donc, on pourrait dire, reformulons, ce n'est pas une proposition nouvelle d'Édouard Philippe. Oui. C'est Édouard Philippe qui se rallie à Éric Zemmour et Marine Le Pen. Ah, vous croyez ça? Non, mais il faut simplement nommer la chose intellectuellement. On peut dire aussi c'est qu'il banalise quelque part une proposition qui était considérée comme d'extrême droite. Oui, mais justement, le point de départ, c'est toujours considéré comme d'extrême droite les idées qui marquent une rupture avec le discours diversitaire ou le discours sans frontiérisme dominant. Donc, de ce point de vue, lorsque le centre se rallie à une proposition qu'on classait à l'extrême droite, est-ce que c'est le centre qui normalise ou il reconnaît finalement que ceux qui l'étiquetaient avec de sales étiquettes auparavant avaient raison? Merci à tous les deux. Jérôme Béglé du Journal du Dimanche, Mathieu Bocoté, bonne journée à tous les deux. Merci. 8h57.